Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Janvier! 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier! Je veux 2000 francs, Janvier! 45 rue Poliveau! Attention, chef-d'œuvre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce Paris à demi-désert que l'on traversait en vélo-taxi? Vous vous souvenez sans doute de la cérémonie quotidienne et rituelle des tickets à l'heure des repas? Pas de lumière. Il est pas 7 heures. Alors dans le noir, donnez-moi un petit calvaire. Pas d'alcool. Le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du Diable au corps, du Blé en herbe et du Rouge et le Noir. Vous n'oublierez jamais la traversée de Paris, cette merveilleuse aventure de Gabin le dur et Bourvil le timide, ponctuée de rire, d'humour, de suspense et d'émotion. Quoi de mieux pour lancer cette année 2024 que de parler des traversées de Paris? Un film qui va nous permettre de parler de Bourvil, notre fil rouge de l'année 2024. On a parlé de l'Arbre de Noël il y a quelques semaines. Un film qui va nous permettre de parler aussi un petit peu de Louis de Funès, même si on a parlé du 3/4, voire de 90% de sa filmographie, là où il avait des rôles principaux en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas cette année, il en reste quelques-uns qu'on va faire ensemble, dont celui-ci. Et vous me le demandez souvent de parler de Jean Gabin. Oh mais regarde-moi le mignon là, avec sa pâte d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout, du mou, rien que du mou. Lorsque tu vas pas changer de gueule un jour, toi non? La traversée de Paris, ça va nous permettre de parler des trois d'un seul coup. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup basé sur les bouquins que j'ai achetés sur Bourvil, notamment celui-là qui est sorti récemment. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur les tournages des films de Bourvil, je vous le conseille. Mais également ce livre qui n'est pas si cool qu'il en a l'air. Et aussi celui-là. Voilà, ça c'est mes trois sources d'inspiration, en plus des documentaires dont je vous ai mis des extraits dans la vidéo. Donc ça me paraissait être le film parfait pour lancer l'année 2024. Et vous verrez que souvent, comme beaucoup de films qu'on a vus, la traversée de Paris, ça n'allait pas de soi et c'était pas facile du tout à faire. On va en parler ensemble. Paris 1942. Marcel Martin, Bourvil dans le film, qui était chauffeur de taxi avant la guerre, est devenu convoyeur au marché noir. Il livre de la viande pour le compte du boucher épicier Jambier, Louis de Funès, mais son compagnon habituel s'est fait prendre alors qu'il essayait de refiler des savoulettes aux clients d'un bistrot, et Marcel se retrouve donc seul, et donc dans l'impossibilité de transporter le précieux chargement la prochaine nuit. Alors qu'il boit un verre avec son épouse Mariette, il rencontre Grand Gilles, Jean Gabin, et trouvant que ce dernier s'intéressait de trop près à sa femme, il lui propose, pour le détourner de Mariette, de l'accompagner dans son travail nocturne ce soir-là. Mais pourquoi vous me proposez ça à moi? Pourquoi vous vous êtes lavé les mains? Je vois pas le rapport. Ben justement, il n'y a pas de rapport. Vous aimez les rognons? Je vois toujours pas le rapport. Eh ben là, il n'y en a rien. Grand Gilles accepte, par curiosité, de transporter un cochon du 45 rue Poliveau à la rue Le Pic, dans des valises, sur un trajet de 8 km, voulant voir jusqu'où peut aller l'exploitation humaine, en temps d'occupation, allant jusqu'à soutirer 5000 francs au boucher à la place des 600 prévus au départ. Une scène à jamais devenue culte. Monsieur Janvier, 45 rue Poliveau. Pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Nous verrons donc l'histoire de ces deux hommes, partis pour cette traversée de Paris en pleine nuit, synonyme de grand danger. Et adapter la nouvelle traversée de Paris en 47, ça n'allait pas de soi. Tout comme associer Bourvil et Jean Gabin, aujourd'hui ça paraît évident, mais en 56, là où le film est sorti, Bourvil n'était pas encore une tête d'affiche. Il avait 10 ans de carrière derrière lui, mais il était enfermé dans un genre de rôle de petit campagnard. Pas de quoi le prendre au sérieux. La traversée de Paris, un projet qui va mettre 10 ans à arriver à maturation. On en parle. Notre histoire commence en 1955 avec la sortie du film Marguerite de la Nuit, fable fantastico-ésotérique, ambitieuse, se voulant être avant-gardiste, avec Michel Morgan et Yves Montand. Un échec commercial, le premier pour le réalisateur au sommet, sortant alors de deux succès tels que Le Blé en herbe ou Le Rouge et le Noir. Le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du Diable au corps, du Blé en herbe et du Rouge et le Noir. Ce dernier totalisera plus de 4 millions d'entrées, deux films sortis la même année, en 1954. 54 Suite à cet échec cuisant pour le réalisateur, il souhaite revenir avec une histoire réaliste.
adapté d'œuvres littéraires, tiré d'œuvres populaires, comme il en a l'habitude, et dont ses compères scénaristes et dialoguistes habituels, Pierre Bost et Jean Orange, pourront en extraire une fabuleuse histoire. Fous-moi le corps, je t'ai assez vu. Bon, ben, c'est vrai tout de même à la fin, quoi. Mariette! Il envisage dans un premier temps d'adapter une œuvre de Zola, mais trop cher à produire et donc écarté rapidement. L'idée étant alors de renouer avec la période de l'Occupation, qu'il avait déjà travaillé en 1953 avec Le Bon Dieu sans confession. Cela tombe bien car il avait acheté les droits de la traversée de Paris dès sa sortie en 1947, et il avait déjà prévu de tourner le film dès février 1948, avec Jean Gabin. Et oui, c'était déjà Gabin qui était prévu dans le film, mais le scénario ne sera pas convaincant et le projet n'aboutira finalement jamais, bien que Jean Gabin ait empoché 500 000 francs de l'époque en guise d'avance. Je veux 2000 francs, janvier 45 rue Polimo. Oui, on le sait. Une deuxième tentative est faite avec un autre producteur l'année suivante, avec en tête d'affiche Pierre Freinet et François Perrier, dans les rôles de Martin et de Grand-Gilles, mais le projet n'aboutira pas non plus faute de moyens suffisants, car filmer Paris en pleine nuit, ça coûte cher. D'autres tentatives d'adaptation, sans autant Lara, qui, lassé, avait revendu les droits du film, verront le jour avec François Perrier associé à Bernard Blier, puis Yves Montand associé à Jean Richard, Fernandel avait également été envisagé, et même Henri Verneuil s'y était intéressé, mais aucune version n'aboutira. Mais en 1955, afin de se relancer, le réalisateur revient sur son projet, mais avec d'autres acteurs qui, entre-temps, commençaient à faire parler d'eux, sans pour autant être des têtes d'affiche. Bourvil, par exemple, enfermé dans des rôles aux comiques champêtres, mais qui aimerait bien varier son jeu. Pour Bourvil, ça peut être une manière de relancer sa carrière, et ça peut lui permettre également de montrer toute l'étendue de son talent. Louis de Funès, qui multiplie les rôles depuis 10 ans, mais qui avait déjà dépassé la quarantaine et dont la carrière ne décollait même pas, même s'il était devenu un visage familier pour le public. Et Gabin, dont la carrière avait connu des hauts et des bas, et dont le succès en 1954 de Touchez pas au Grisby lui aura permis de se relancer. Et de par l'arrivée d'un nouveau producteur, Henri Deutschmeister, avec qui Autant Lara signe en 1955 pour un tournage prévu en 1956, le réalisateur veut Bourvil aux côtés d'un Jean Gabin qui demandera pas moins de 25 millions de francs. Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier. Soit environ 250 000 francs qu'on a connus, soit 38 000 euros de nos jours. À titre de comparaison, Bourvil en touchera que 7 millions, soit 70 000 francs nouveaux, soit un peu plus de 10 000 euros de nos jours. Et le cachet d'un Gabin qui était pourtant jugé trop vieux pour son rôle, on en reparlera, plus une lettre assez salée de Marcel Aimé, l'écrivain d'origine qui a été publié dans la presse, et qui rejette complètement l'idée que Bourvil joue le rôle de Martin dans le film, imposera des contraintes budgétaires. Le producteur décidant au dernier moment de baisser drastiquement le budget, ce qui impliquera que le film devra être tourné en noir et blanc. Un mal pour un bien si vous voulez mon avis. De son côté, Bourvil est hésitant. Il accepte, mais il a peur d'être associé à Jean Gabin, en tête d'affiche, et ne sait pas s'il pourra assumer. Et ça n'est pas la lettre reçue par Autant Lara de la part de Marcel Aimé un mois avant le début du tournage qui vont effacer ses doutes. Marcel Aimé, ayant appris dans la presse que Bourvil jouerait Martin, affiche son mécontentement, ne trouvant pas Bourvil potentiellement crédible dans ce rôle. Cher ami, j'ai lu dans les journaux que les interprètes principaux de la traversée de Paris devaient être Gabin et Bourvil, et j'ai cru à une farce. Il y a eu un temps où on voulait bien me consulter pour le choix des acteurs. Il faut croire que pour cette étonnante décision, on n'avait pas bonne conscience puisque je n'ai même pas été informé après coup. Vous savez aussi bien que moi que Bourvil est à l'opposé du rôle et je ne dis rien de ses qualités d'acteur. J'entends bien qu'il s'agit maintenant de faire commercial à tout prix et de tourner la chose en grosse guignolade, mais je ne crois même pas que ce soit là un bon calcul. Bourvil pourra y aller de toutes ses bonnes ficelles dans le rôle de Martin, il ne sera qu'insignifiant. Inutile de dire que pareil langage m'a sur le moment bouleversé. Je regrette que Marcel Aimé pense si peu de choses du rôle des metteurs en scène. Qu'il ne lui soit pas venu à l'esprit qu'un Bourvil, dans certaines mains, risque d'être assez différent de ce qu'il a coutume d'être dans d'autres. Une telle lettre, en tout cas, venant d'un homme que j'admire toujours profondément, m'a beaucoup peiné et je ne saurais l'oublier. Claude Autant Lara. Il ne serait au mieux qu'insignifiant selon ses termes. Il le prévient alors qu'il court à la catastrophe. Ça n'empêche pas le tournage de débuter le 7 avril 1956. Début d'un tournage devant durer 43 jours et nécessitant pas moins de 55 décors, étant donné que Paris sera intégralement reconstitué au studio de Saint-Maurice, seuls 5 décors naturels seront utilisés dans le film. Tout le reste sera intégralement construit. C'est Max Douy, le futur chef décorateur de Fantomas se déchaîne et de Fantomas contre Scotland Yard, en passant par James Bond avec Moonraker, qui en sera chargé. You missed Mr. Bond. Did I?
Un vrai défi avec de vrais décors mélangés à des faux. Les vrais étant ceux qui permettront aux acteurs de se déplacer, non sans un sérieux problème de timing à respecter entre les dialogues et les déplacements, les décors étant assez restreints en termes de volume, et d'autres décors dits en silhouette. Parce qu'il faut savoir que quand tu as un décor qui fait 33 mètres en diagonale maximum et que tu dois marcher pendant 1 minute avec des dialogues sans arriver au bout du décor, tu es obligé de parler avec un certain rythme, avec un timing mètre par mètre, pour qu'à la fin de ton dialogue, ça soit la fin de la prise. Pas facile. Entre trompe-l'œil, éclairage imitant de faux lampadaires, pente inclinable pour simuler les reliefs et les pentes, cela nécessitera d'être ingénieux, avec plusieurs tailles d'objectifs, que ce soit des foyers très courts ou des foyers très longs, afin de pouvoir utiliser ces décors parfois pas terminés. Car oui, certaines parties du décor n'étaient pas terminées, voire n'étaient pas construites. Il y avait une chose dont je me souviens, qui m'avait beaucoup étonné, c'est que dans les décors, il y avait des petits morceaux de décors qui n'étaient pas construits. Parce qu'on les voyait pas, on ne devait pas les voir à l'image. Parce que les angles faisaient qu'il y avait un morceau de décor qu'on ne voyait pas, ben c'est tout, on ne les construisait pas. Un metteur en scène, maintenant, il accepterait jamais ça. Mais ça ne se verra jamais à l'écran. De ce fait, la mise en scène d'Autant Lara sera fortement contrainte par la directive de son chef décorateur, car des décors pas terminés, eh ben t'as pas 36 choix pour pouvoir poser ta caméra. Bourvil, qui était particulièrement inquiet avant sa première scène avec Gabin, qu'il ne connaissait pas, sera rapidement rassuré, car la mayonnaise a rapidement pris entre les deux. Les premières scènes, ça a été très dur. Il est impressionnant. On sait qu'il peut avoir un caractère un peu emporté. Quand un acteur ou une actrice n'était pas bon, là, il devait être très dur. Au passage, c'est parce que Gabin a accepté Bourvil, voire qu'il ne signerait que si c'était Bourvil en face, que Bourvil a pu être confirmé malgré la lettre de Marcel Aimé et le refroidissement du producteur. Ben, si j'ai Bourvil pour jouer avec moi, je signe tout de suite. C'était gentil, ça. Hein? Et comme je n'étais pas là ce jour-là pour lui dire merci, je le fais aujourd'hui. Mais Autant Lara aura tenu bon. Le courant passe donc très bien entre les deux hommes qui se découvrent des points communs, notamment leurs origines normandes et leur goût pour le jardinage. Mais un autre acteur redoute le tournage de ce qui est considéré comme étant la scène la plus culte du film, celle de Jambier. Jambier! 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 Mais il va la fermer sa gueule! De Funès devant en effet jouer à jeu égal avec ce qu'il considère comme deux monstres sacrés. Il fera bien plus que ça, il leur tiendra tête. Et moi? Allez-vous-en! Et moi? Moi et vous! Ben, on avait dit 450. J'en ai déjà donné 5000! La caisse est fermée! Allez hop, démerdez-vous! Ce qui agace profondément Gabin, qui n'hésitera pas à tenter de déstabiliser l'acteur en lui disant en plein milieu d'une prise « Tu vas pas nous faire des moulinettes tous les jours, non ?» Moi je l'entends parfaitement d'ici, gamin. Je ferme! On a demandé du vin chaud! Cette espèce de vieil oncle qui te faisait un peu peur dans les repas de famille, pour moi c'est ça Gabin. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment accroché d'ailleurs. Et connaissant le caractère de Funès, son côté à la fois introverti, timide, réservé, mais très professionnel, ça devait pas être très facile à vivre. Mais il s'en sort avec brio. Je me souviendrai de ce cochon. Parce que la traversée de Paris, ça va catapulter Bourvil, qui va devenir un acteur complet, mais ça va aussi aider fortement Louis de Funès. Et figurez-vous qu'entre Gabin et Autant Lara, c'était pas le grand amour non plus. Le réalisateur avait en effet l'habitude de se placer hors champ, mais au pied de la caméra, juste devant l'acteur en train de jouer, en mimant les expressions attendues et en récitant à voix basse les dialogues. Une attitude que Gabin ne supportait pas, amenant un jour un paravent qu'il mettrait entre lui et son réalisateur, en disant qu'il ne voulait plus le voir. Une expérience amère pour Autant Lara, qui déclarera bien plus tard, en 73, « Gabin, c'est un acteur moyen au fond. Il ne se déplace jamais. Faut l'habiller sur mesure. Sinon, ce n'est pas un acteur. C'est une personnalité, c'est autre chose. Le film, oui, ça l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse plus encore, c'est lui dans le film. » Salaud de pauvre. Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaie. Une scène dans le film se révélera particulièrement compliquée à tourner. Celle où Martin et Grand-Gilles sont suivis par des chiens qui reniflent leurs précieuses valises. Nous sommes le 12 mai 56, et outre un machiniste mordu à la main par l'un des chiens, obtenir le résultat voulu avec un animal n'est pas chose aisée. En particulier lorsqu'à la première prise, un coup de pied est réellement porté à un chien qui, à partir de là, aura rapidement compris qu'il fallait plus s'approcher de la valise, ce qui pose forcément problème. Oh merde, un kleps. Oh, Au passage, faire mal à un animal sur un tournage de film, aujourd'hui, heureusement, ça ne passerait plus. Encore un progrès qu'on a fait.
D'ailleurs, pour le film, on a dû tuer réellement pas moins de 10 cochons pour obtenir la scène où Bourvil joue pour masquer les bruits. Aujourd'hui, je pense qu'on ferait des cochons numériques. Ce serait peut-être plus cher à faire, mais ça poserait moins de problèmes. Heureusement. Il paraît qu'ils ont tourné pas moins de 125 prises pour avoir la bonne selon les notes de la script du film à l'époque. Avec les chiens, ça... Autant l'arrêt s'est énervé. Hein. Parce que je crois que j'ai un souvenir, mais ça me semble tellement énorme que je dis c'est pas possible. Le souvenir qu'on ait recommencé 125 fois une des scènes avec les chiens. Parce que la première fois où il donne un coup de pied au chien qui veut ressentir la valise, le chien, il avait vraiment pris le coup de pied, il a compris. Après, il n'y avait plus rien à faire pour le ramener près de la valise. Alors ça, je sais que ça a été un jour où ça a dû être... il y a dû y avoir beaucoup d'énervement. Tous les chiens ensemble, ça allait encore, mais c'était le chien tout seul qui ne voulait plus arriver à la valise. Parce qu'il avait compris. Ils ont tout essayé, je me souviens, des quantités de trucs, d'accessoires, ils ne savaient plus quoi faire. Et ça, je me souviens que c'était un moment difficile. Je crois que c'était le moment le plus difficile. Le tournage s'achève le 7 juin 1956 et le film est immédiatement monté. C'est alors qu'un différend oppose Autant Lara et son scénariste et dialoguiste Orange sur l'utilité de la scène où Bourvil revient à l'hôtel au milieu du film se réconcilier avec sa femme. Nom de Dieu, Mariette. Vas-tu foutre le camp? Qu'est-ce que tu fais avec ce type-là? Moi, je te parle pas de ça. Il y a parfois des différends. Mon petit Claude, Pierre me dit que tu demeures sourd à ma demande de couper la scène de l'hôtel. Cette scène est bête. C'est une faute de construction. Je dois te persuader toi, et si je n'y arrive pas, tant pis. Mais je dois te dire que si, comme je le souhaite, nous refaisons un film ensemble, je demanderai à participer au montage, effectivement. Jean Orange. Une scène pourtant maintenue par Autant Lara, qui en revanche a plus de mal à se débarrasser d'une scène non désirée, mais imposée par le producteur, celle de la fin, avec les retrouvailles sur les quais de la gare de Lyon, entre Grand-Gilles et Martin, après la Libération. Il faut savoir qu'à la fin de l'œuvre originale, le personnage de Bourvil tue le personnage de Gabin, après qu'il ait découvert qu'il a été manipulé, que Gabin, Grand-Gilles, était riche, qu'il était peintre, que Bourvil, Martin n'était qu'une curiosité, il le poignarde et après il se rend à la police pour avouer la conscience parfaitement tranquille. Une version que je n'imagine pas du tout à l'écran. Pour Autant Lara, la version qu'il avait voulu, c'était qu'à la commandanture, une fois que les deux sont séparés, l'un étant sauvé par son statut social, l'autre, Bourvil, sera fusillé hors champ, avec un fondu noir et des bruits de mitraillettes pour qu'on puisse comprendre. Dans les deux cas, c'était un film qui tirait beaucoup moins vers la comédie. Il y a un petit peu de comédie dans La Traversée de Paris, mais tel que c'était prévu, c'était pas du tout d'esprit. Mais hors de question pour le producteur que Bourvil soit tué. D'où ce happy end forcé. Et au passage, j'adore cette fin. Martin! Ah oui, Grand-Gilles, je me rappelle! Ah bah Grand-Gilles! Alors Martin, toujours les valises? Ah oui, celle des autres! Et comme pour le noir et blanc, qui n'était pas voulu, je n'imagine pas la fin autrement. Le réalisateur souhaite également retourner des scènes qu'il estime être ratées alors que le film devait être projeté au Festival de Venise le 6 septembre. Il s'agit de la scène des chiens, encore, ainsi que celle dans l'atelier de Grand-Gilles, retournée en catastrophe le 3 septembre 1956, après plusieurs jours à avoir tenté de rapatrier tout le monde, et donc à 3 jours de l'avant-première, ce qui nécessitera de rameuter l'équipe technique, mais surtout de ramener Jean Gabin contre une rallonge de 400 000 francs. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Une avant-première mouvementée, où Orange et Autant Lara se disputent sur le côté anti-français du film, qui a surpris la presse, un côté que Autant Lara souhaitait apporter. On en parle dans la partie critique dans une minute. À ajouter que Bourvil va remporter le prix de la meilleure interprétation, donc au Festival de Venise, au détriment d'un Jean Gabin, qui, vexé, va se lever sans rien dire et va quitter la salle. En tout cas, je l'avais dit, ça va lancer complètement la carrière de Bourvil qui va enchaîner derrière, et Bourvil sera éternellement reconnaissant à Autant Lara, à tel point qu'à un moment donné, Autant Lara va faire faillite avec Bourvil sur un projet qu'ils avaient tous les deux qui va absolument pas fonctionner, et crouler de dettes, c'est Bourvil qui va payer toutes les dettes d'Autant Lara, qui va mettre 3 ans pour le rembourser. Bourvil était comme ça. La sortie française est prévue pour le 26 octobre 1956, et la promotion du film est assez atypique pour l'époque. Une épreuve de porteur de valises est organisée dans Paris, sous le contrôle de Claude Autant Lara lui-même. Départ de Saint-Lazare, arrivée à Gare de Lyon, durant 1 heure, avec un Jean Gabin qui remettra un cochon de lait sur le quai de la gare,
un billet de première classe pour Marseille, avec à l'arrivée Bourvil qui remettra au gagnant un chèque de 50 000 francs. Le film sera un succès avec plus de 4,8 millions de spectateurs en salle, en recumulant les sorties dans nos salles obscures dans les années 60, où Louis de Funès était de plus en plus mis en avant sur les affiches promotionnelles. Et Marcel Aimé va écrire un nouveau courrier, on va dire rectificatif, dans lequel il va déclarer avoir adoré le film et adoré l'appréciation de Bourvil, donc tout se termine plutôt bien. Au revoir! Au revoir! Avant de vous donner mon avis sur le film, je vais vous citer quelques différences qu'il y a entre l'œuvre originale et l'adaptation de Claude Autant-Lara. Dans l'œuvre originale, Martin a 45 ans, alors que Bourvil est plus jeune. Et il avait une toute autre personnalité, plus complexe, tandis que Grand-Gilles avait à peine la trentaine. En gros, le vieux con contre le jeune con, une thématique absolument pas visible dans le film. Numéro 2, l'histoire d'amour entre Martin et Mariette n'est qu'évoquée dans le livre et plus développée dans le film. Madame, si vous pouvez, Madame Mariette, 22 rue de Turenne, vous rappellerez, hein? Oui, je me souviendrai, Madame Mariette. Numéro 3, beaucoup de scènes sont rajoutées, notamment la scène des chiens, ou celle avec Gabin qui parle allemand devant la police dans la rue. Allez, marche bien droit, pense à autre chose et laisse-moi faire. Ja, Jung, ich bin der liebe Gott. Hein? Und ich jör die Erbe. Ich hab's ja immer dir gesagt, das ist was recht doch werde. Sont des ajouts pour le film, tout comme la femme qui leur ouvre leur immeuble en les prenant pour des résistants, et qui leur sauve la mise. Patrouille. Il était moins 5, dis donc. Oh, alors, monsieur, entre Français. Numéro 4, comme on l'a dit, la fin est différente. Dans le livre, le jeune Grand-Gilles est tué par Martin, qui se sent manipulé par Grand-Gilles. Une version beaucoup plus noire. En tout cas, je trouve que ces ajouts sont vraiment bienvenus. C'est une super réussite, une super adaptation. Voyons maintenant ce que je pense du film. Beaucoup me disent que l'un des intérêts de Papy fait de la résistance, un film que je ne peux pas blairer. Il y en a qui ont dit qu'en 83, c'était plutôt bien, enfin, de dire que, durant l'occupation, il n'y avait pas que des Français qui avaient résisté. Où est-ce qu'ils sont les rognons maintenant? Ce sont les Allemands qui les prennent, naturellement. Ils ont bien le droit. Aux vainqueurs, les rognons. En 56, c'était beaucoup plus controversé, beaucoup plus risqué. Autant-Lara avait pris ce parti pris-là. Ce parti pris de montrer que la France tout entière n'a pas résisté. Il y en a qui ont essayé de s'en tirer, de s'accommoder, on va dire, pour être gentils. La police, c'est la police, ils font leur métier. Ah non, Dédé, reste tranquille. Un sale métier. Et le marché noir aussi, alors, c'est pas une honte? En mettant en avant la priorité des Français à l'époque, c'était surtout comment est-ce qu'on se rationne, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on survit. Mais il n'y a plus rien, allez-vous-en. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous vende? Les murs? Oh, bon, tous les jours. Oh, j'ai plus rien, moi. En somme, ce n'est pas un film où on va voir les bons et les méchants, les vices et les vertus, le courage et la lâcheté. S'il n'y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains? Je me lave pas, moi, madame, depuis que la France a été vaincue. Et si personne ne se lavait, la France serait plus propre. Le bien et le mal, il y a les deux dans tout individu. Attention! Parle en culot. C'est pas du culot, c'est du courage. Et les Français à l'époque n'avaient pas du tout aimé cette version plus nuancée. Pas celle de La Grande Vadrouille, qui est beaucoup plus claire. Ça veut pas dire que La Grande Vadrouille c'est pas bien, au contraire, j'adore les deux films sont immenses. Mais on a deux visions presque opposées d'un film qui part de l'occupation. Donc Papy la Résistance qui fait la même chose. Ensuite, si j'aime énormément ce film, c'est pour le noir et blanc. Il y a beaucoup de films en noir et blanc que je trouve purs visuellement. La Belle et la Bête par exemple de Cocteau. Ce film me fascine toujours autant aujourd'hui visuellement. On en parlera un jour. Et le noir et blanc, ça fait que les images authentiques de la libération qu'on a dans le film, elles sont en raccord avec les images du film en général. Ça aurait été en couleur, ça aurait été bizarre. Et quelle ambiance, mes amis, quelle ambiance! Ce Paris de nuit, si silencieux, si calme, si désertique, avec ces bruits de pas qui résonnent. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des loups. C'était super important de les entendre. Honnêtement, j'avais jamais réalisé que tout pouvait être faux. J'imaginais pas qu'on pouvait mettre Paris en boîte. Même si, quand on le sait, c'est évident. Parce qu'on voit vraiment qu'au fond, il y a des ombres, il y a des contours de bâtiments. Ça a un charme fou. C'est un peu comme certains décors de Mary Poppins qu'on avait aussi, ou de la Coccinelle, le premier, où le réalisateur aimait beaucoup faire marcher les acteurs avec une toile. Où on voit vraiment qu'au fond, c'est une toile. On voit que c'est visible, on voit que c'est un dessin, mais ça a un côté magique.
Là, on l'a en noir et blanc. Un noir et blanc absolument d'une pureté. Et il y a un vrai boulot pour que à la fois les rues soient dans l'ordre, on va dire pour un vrai Parisien qui pourrait essayer de repérer pour voir si le déroulement, pour voir si les rues s'enchaînent dans le bon ordre, ce qui implique aussi de tourner les scènes dans l'ordre quelque part. Et quel enfer pour réussir à tourner toujours en marchant dans un décor minuscule. Ce qui reste plus pratique, je pense, que de tourner réellement dans Paris de nuit, avec des voitures qu'il aurait fallu cacher, avec des gens à gérer. C'était beaucoup plus simple en studio, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que ce côté factice, ce côté des ombres et des lumières, tout ce qu'il a fallu utiliser pour essayer de cacher la vérité, ajoute un charme fou. On sent le film à storyboard, il y a eu énormément de storyboard avant le film pour qu'on puisse voir parfaitement quel angle il fallait utiliser pour les décors. C'est visuellement magnifique. Et outre cette volonté de montrer la France divisée, la France plus nuancée, certains Français qui sont beaucoup plus lâches que ce qu'on voit habituellement, il y a aussi la lutte des classes qui est intéressante, notamment dans cette scène de fin que j'apprécie énormément, où le pauvre Bourvil est un porteur de valise. Pour un mec qui le paye pour ça mais qui ne le regarde même pas, c'est qu'à la fin qu'ils se rendent compte qu'ils se connaissent. Donc il y a quand même la lutte des classes dans ce film qui est très intéressante et toujours aussi ces rencontres que j'adore. Tu sais l'allemand? Bah tu vois, Ah, qu'est-ce que tu racontais? un poème. Je me rappelle même plus de qui. Ces rencontres entre deux personnages que tout oppose et qui, en dehors des événements du film, ne pouvaient pas se rencontrer. Je vais faire un parallélisme qui va en choquer plus d'un. Les taxis. Non, si. Les vidéos qui déchaînent les passions, parce que je vois des commentaires sous les vidéos qui sont à la limite du racisme, je demande même comment YouTube peut les laisser passer. L'histoire de Emilien et de Daniel, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est sûr de lui, qui va prendre en sympathie quelqu'un qui est plus vulnérable, qui est plus faible, qui est plus tendre. Emilien, là c'est Bourvil, parce que Grand J, c'est quelqu'un qui a une belle carrière, qui est riche, qui a des moyens, qui fait ce qu'il veut, qui a de l'assurance, qui a de la prestance. T'es pas dans la mendicité? J'ai jamais dit ça. Ah tiens, au fait. Tu rendras ces 5000 francs à l'égorgeur foireux qui me les a refilés. Et il s'attache à cet homme plus vulnérable, plus sensible, qu'il prend sous son aile, qu'il essaie de booster, dont il sauve les fesses à plusieurs reprises. Ah! Oh bah non! Hein? Quoi? Hein? Sauf à la fin où il ne pourra pas faire plus, même si ça a failli marcher. Donc ces rencontres entre deux personnes que tout oppose et qui ne se seraient pas regardées dans la vie, j'adore ça. Et je peux regarder ces films inlassablement. La Traversée de Paris, c'est un des films que je préfère en termes de rencontre de deux personnages. J'adore ce duo. Et ça se voit qu'ils s'entendaient bien. Eh ben, allez, vas-y! Oui, mais... Allez, vas-y, mon joli! Vas-y, mon petit prince! Vas-y, bon Dieu, c'est ton droit! Tu vois bien qu'ils disent rien! Donc, une belle rencontre, des personnages attachants, une ambiance formidable, avec ce Paris de nuit quasi désert. Le seul reproche que je peux faire au film, c'est qu'il est un peu court, 1h20. Pour ressentir la fatigue, pour ressentir la frustration, pour ressentir le stress qu'ils ont à prendre tous ces risques, j'aurais voulu rester un petit peu plus de temps physiquement avec eux, pour me sentir un peu fatigué à la fin du film, ce qui n'est pas le cas. 1h20, c'est court. C'est peut-être le seul défaut que j'y trouve, en tout cas. Un film quasi proche de la perfection. Et vous, que pensez-vous de La Traversée de Paris? Est-ce que c'est un film que vous chérissez? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que moi? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Ou est-ce que vous ne l'aimez pas? Lâchez-vous dans les commentaires. Quelles sont vos scènes cultes? Lâchez-vous dans les commentaires. Et si vous n'avez pas de scène culte, si vous n'avez pas de dialogue culte de ce film, vous avez juste à dire... Bijour, coco, c'est non! Et ça ira très bien. Je vous souhaite une bonne année 2024. Je suis heureux de la passer encore une fois avec vous. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.